chromosomes débutent leur migration vers l'équateur et c'est suite à la formation de nouveaux vaisseaux de microtubules. Diapo. Voilà, c'est juste une image qui explique la migration. Les chromosomes sont maintenant bien alliés sur la plaque équatoriale lors de la métaphase et les centromères se préparent à leur séparation en s'orientant vers le pôle. Voilà. L'équateur qui se retrouve au milieu et le pôle qui se situe d'une part à l'autre. Dans la phase 2, les chromatides sœurs sont séparées et se déplacent vers le pôle, devenant des ensembles de chromosomes haploïdes indépendants. Je crois que tout ça, c'est des rappels, je crois, de la génétique, que nous l'avons déjà fait, bien sûr. Diapo. La télophase 2, il y a une reformation, on assistera à une reformation des enveloppes nucléaires à chacun des pôles à mesure que les signaux de division progressent. Le tout se termine avec 4 cellules filles avec chacune un nombre haploïde de chromosomes, contrairement à la mitose, voilà, qu'on assiste à 2 cellules filles. Diapo. Maintenant, en 3, nous parlons de transmission de caractères génétiques. Et on ne peut pas parler de la génétique, des notions de base génétique sans parler des lois de l'hérédité mendélienne. Grégoire Mendel, comme on le sait, c'était un moine et un botaniste autrichien, notamment qui était né en 1822 et voilà, qui est décédé en 1884. Elle est le père de la génétique. Il a étudié l'hybridation chez les végétaux en travaillant avec des différents liens de poids. Il a postulé les bases de l'hérédité en 1866 et auxquelles 3 lois ont émergé de ses travaux concernant les principes de l'hérédité biologique. La première loi, comme on le sait tous, c'est la loi d'uniformité des hybrides des premières générations. Puis la seconde qui est la loi de disjonction des allèles et la dernière qui est la loi d'indépendance de la transmission des caractères. Maintenant, la loi d'uniformité, c'est que ces 2 allèles d'un gène déterminent un caractère, c'est disjoint, c'est-à-dire qui se ségrège lors de la formation des gamètes. Une moitié des gamètes contient l'un des allèles et l'autre moitié contient l'autre. Si l'on croise 2 individus d'une même espèce homozygote, relativement à un caractère, tous les descendants de la première génération, qui seront appelés hybrides F1, seront identiques relativement à ces caractères, c'est-à-dire tous hétérozygotes. La première génération hybride F1 est alors uniforme tant pour le phénotype et le génotype. Et tous les descendants de la première génération sont alors des hétérozygotes. Diapo. Voici une image qui explique ce dont nous venons de dire. C'est-à-dire, on croise 2 individus d'une même espèce homozygote et après, voilà la première génération qui sera des hétérozygotes. La loi de disjonction des allèles ou loi de ségrégation des caractères. La ségrégation d'un couple d'allèles est indépendante de celle d'un autre couple d'allèles. La deuxième loi de Mendel ou la loi de disjonction dit qu'au départ d'un croisement entre des individus, des liens purs, différents par un caractère, les allèles associés à la première génération se disjoignent à la seconde génération avec un retour de la moitié d'individus au type de grands-parents. Diapo. Voilà, voici cette image qui explique ce dont on veut dire. C'est-à-dire, on a la loi de disjonction, c'est-à-dire la réapparition en 3e génération, voilà, des mêmes caractères comme celle des grands-parents. Par contre, à la première génération, nous assistons à une disjonction de caractères. Diapo. L'indépendance, qui est la dernière loi mendélienne, cette règle ne s'applique que si les gènes responsables des caractéristiques se situent sur différents chromosomes ou ils sont éloignés sur le même chromosome, c'est-à-dire le partage d'allèles dans les gamètes différents en faisant abstraction du second caractère. On retrouve pour le premier caractère la distribution de la 3e génération dans le schéma ci-dessous. Voilà, voici telle elle est définie. C'est-à-dire on assiste au partage d'allèles dans les gamètes différents en faisant abstraction du second caractère. Puis on retrouve le premier caractère de distribution au niveau de la 3e génération, tel décrit.
en quatrième sous-chapitre, on parlait de la consanguinité. Il faut savoir que la consanguinité se définit comme deux personnes ayant un lien apparenté lorsqu'ils ont au moins un ancêtre commun vérifiable. Les individus nés d'une union entre parentés sont dits consanguins. On peut définir le coefficient de consanguinité comme la probabilité que chez un individu, en un locus autosomique donné, les deux allèles soient identiques par descendance mendélienne, c'est-à-dire proviennent de la réplication d'un allèle qui possédait un ancêtre commun à son père et à sa mère. L'individu consanguin homozygote a un locus du fait de la consanguinité peut être dit autozygote. Le coefficient de consanguinité est donc la probabilité qu'à un locus donné, le sujet soit autozygote. Diapo. Comment on calcule le coefficient? Il faut savoir que l'individu X est issu d'un couple de cousins germains, soit le locus A, donc c'est la XA. Donc les deux ancêtres communs sont porteurs respectivement des allèles A1, A2 et A3, puis A4. Alors, essayons de calculer la probabilité qu'un individu X soit homozygote au locus A par réplication d'un de ces quatre allèles ancestraux. Diapo. On l'a dit si haut que c'est la probabilité que chez un individu qui est au locus, voilà, deux allèles soient identiques et par descendance mendélienne, c'est-à-dire proviennent de la réplication. Maintenant, voici la probabilité qu'un individu XA, comme on l'a décrit, une probabilité qui lui permet d'avoir au moins à recevoir l'allèle A du locus paternel, puis A1 du locus maternel. Maintenant, la probabilité, les formules sont telles décrites. Et à la fin, nous assisterons soit à la probabilité qu'il soit homozygote pour l'un des quatre allèles ancestraux, comme on l'a dit, sur un locus paternel, maternel, et sur la probabilité d'être homozygote pour cet allèle à 1,1. Donc, on assistera à 1/64e fois 4 qui nous donnera 1/16e de la probabilité que le malade soit homozygote. Maintenant, ce coefficient, le 1/16e, c'est le calcul qui donnera le coefficient de consanguinité d'un individu issu des parents cousins germains. Pour chaque allèle, l'individu X, comme on l'a dit, voici la formule qui est 1/2, voilà, le tout fois le nombre de chaînons qui relient la mère et l'ancêtre, associé de plus le nombre de chaînons qui relient le père et l'ancêtre commun, le tout associé, bon, on associe à 2, qui donne la chance d'être homozygote. Pour chaque ancêtre XA, il y aura cette chance d'être homozygote si le coefficient de consanguinité est à 1/16e. Diapo. Les effets de consanguinité. La consanguinité favorise l'émergence des affections récessives autosomiques en raison de l'augmentation de la proportion relative des homozygotes. Notamment, c'est l'exemple de la phénylcétonurie. La fréquence des hétérozygotes est de 1/50e. Le risque d'avoir un enfant malade si les parents ne sont pas apparentés est de 1/50e fois le 1/50e fois le 1/4, dont le tout donne un 10 millième de fréquence de la maladie. Un malade sur 10 000 enfants. Et en cas de mariage entre consanguins germains, le risque est de, tel décrit, 1/50e fois 1/8e fois le 1/4. On aura au moins un enfant sur 1600. Et si c'est un hétérozygote qui épouse sa cousine germaine, on aura un enfant sur 32. Et si le frère sang d'un malade épouse sa cousine germaine, c'est 1/24. Diapo. Et pour finir, nous aborderons le dernier chapitre qui est les maladies, qui sont les maladies génétiques. Selon la localisation du gène responsable, on distingue les maladies autosomiques et les maladies liées au chromosome X. Il faut bien distinguer les maladies dues à des altérations ou à la mitosienne, aux mutations des gènes, des maladies dues à des anomalies chromosomiques. Diapo. Les maladies héréditaires polygéniques ou hérédité multifactorielle, elle n'est pas mendélienne, parce qu'on sait que la maladie mendélienne, elle est monogénique, monofactorielle.